J'ose le dire, encore une fois, c'est un sans faute. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce flashback et surtout, nous avons la réponse que l'on attendait et qui nous a été teasée. Comment et surtout pourquoi Geto Suguru est passé du côté obscur de la force. Nous allons parler de tout ça, mais avant tout, bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue et également je vous invite à vous abonner. On arrive bientôt aux 400 abonnés. Viens ajouter ta pierre à l'édifice. Car nous allons parler de cet épisode 5 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Générique. Après 5 épisodes, nous arrivons enfin à la fin de ce flashback sur la jeunesse de Gojo et Geto, les plus forts des exorcistes. Et je suis plutôt déçu que Shoko n'ait pas été développé plus que ça, le personnage avait l'air pas mal, mais il a été mis de côté durant tout le flashback. C'est dommage. Premièrement, on est 1 an après les événements et Riko Amanai, on te fait comprendre que ce n'était qu'un simple outil. Elle n'était même pas considérée comme une personne. On leur dit c'est pas grave, on en trouvera un autre et puis Maître Tengen il est stable, donc au calme. Comme si finalement sa vie n'avait aucune valeur et ne se résumait qu'à être le plasma stellaire. Et pourtant de sa mort découle pas mal de choses. Le culte astral a été dissous, enfin on y reviendra. Gojo ayant appris le sort d'inversion est aujourd'hui hyper cheaté. Et surtout dans la tête de Geto, il y a des trucs assez chelous qui se passent. Depuis cet événement, il se remet constamment en question sur pourquoi il est exorciste, pourquoi il aide les non-exorcistes, les moldus. L'esprit de Geto est sur une balance. Et on en revient à ce que je disais dans l'épisode précédent, on a le moi et le surmoi. D'un côté, la morale et le bon sens lui disent qu'il doit aider les non-exorcistes parce que c'est son devoir et qu'il le faut, et d'un autre côté, la logique lui dit qu'il devrait tout simplement traiter le problème à la source. Et par là, il entend créer un monde composé uniquement d'exorcistes. Bon, commençons par le commencement de l'épisode, ce sera bien plus simple pour analyser tout ça. Gojo est à présent devenu plus que puissant. Très clairement, il a réussi à automatiser son sort de l'infini qui est activé de manière constante, en plus d'un sort d'inversion qui lui permet de ne pas tomber à court d'énergie. Le sort d'inversion, on comprend que c'est le cheat code par excellence, mais entre les mains de Gojo, ça devient l'arme la plus létale du monde. Mais donc ce nouveau Gojo capable de tout faire, à la puissance démesurée, est celui que l'on connaît dans la timeline principale avec le territoire et la téléportation en moins. A noter aussi qu'à présent, Gojo et Geto ont été promus au rang S. Également, on voit que le studio a utilisé aussi un peu de rotoscopie dans l'épisode. Et putain, mais ça rend trop bien. Je me serais jamais imaginé qui fait voir un mec faire du pen spinning dans un animé. Mais là est tout le problème pour Geto. Son ami étant devenu réellement le plus fort, il effectue des missions en solo et Riko, qui est clairement loin d'égaler eux deux, ne se retrouve pas mêlé à des missions périlleuses. Exorcisé, absorbé, encore et encore. Voilà ce à quoi se résume le quotidien de Geto. Et la solitude qu'il ressent par-dessus tout ça alimente quelque chose en lui. Pourtant, jour après jour, il continue de se convaincre que c'est le bon choix, car il sauve des gens après tout. Cependant, et ça c'est un truc que j'ai vraiment kiffé, les applaudissements du culte astral continuent de résonner dans sa tête. Le mec est hanté par ça. Donc son choix d'être exorciste, de souffrir pour que les autres ne souffrent pas, est-ce réellement la bonne décision si c'est pour sauver des gens comme eux? Surtout si un fléau a le goût d'un torchon sale dont on se serait servi pour nettoyer du vomi. Tout ce petit speech qu'il se fait dans sa tête avec cette séquence où on le voit sous la douche, n'y voyez rien de gay? Tu sens le personnage au bout du gouffre mentalement et tu commences à comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Un peu de temps d'écran s'écoule et nous avons l'apparition de Yuki Tsukumo. Exorciste de rang S, flemmard, qui préfère faire des road trips au lieu de taffer, et accessoirement le sensei de Todo. Ils ont alors toute une conversation et on voit finalement que leurs manières de penser se rejoignent. Pour Yuki c'est simple, la manière de fonctionner de cette école est de se contenter de traiter les symptômes au lieu du problème à la source. Le problème des fléaux, à la base ce ne sont que des masses d'énergie occulte émanant des humains. Donc soit on prive tous les gens de leur énergie occulte solution 1, ou alors solution 2, on leur apprend à la contrôler. Et pour la solution 1, on connaît un personnage qui est totalement dépourvu d'énergie occulte, Toji Fushiguro. Mais le mec étant dans l'au-delà, ça va être compliqué de l'analyser. Donc solution 2, Yuki elle apprend aux gens à contrôler leur énergie. Les exorcistes eux ne génèrent pas de fléaux car ils contrôlent leur énergie occulte. Alors un monde peuplé uniquement d'exorcistes ne générerait pas de fléaux. Ah mais Geto, fallait pas lui dire ça 2 fois. Geto lui répond, pourquoi ne pas simplement éliminer tous les non-exorcistes? Et d'un seul coup, petit silence. Et au lieu de lui dire que cette idée est immorale et impossible, elle va dans son sens. Selon elle, ça serait même la solution la plus simple. Et plus elle développe son idée, plus les applaudissements s'amplifient, et on pourrait croire que c'est la pluie derrière. Mais non, la mise en scène veut nous mettre une feinte. Geto déteste-t-il les non-exorcistes? C'est la question que lui pose Yuki. Il répond carte sur table le fond de sa pensée. Depuis peu, il remet en doute leur utilité. Il éprouve du mépris à leur égard, mais du mépris envers lui-même, car il les méprise. C'est vraiment cette pensée que l'on a au fond de notre esprit et que l'on peut s'empêcher d'avoir même si elle est plutôt immorale. Et on en vient même à se demander pourquoi est-ce qu'on pense cela, au point où on souhaite l'enfouir, espérant qu'elle s'estompe. Il considère les non-exorcistes comme des primates, des êtres sous-évolués. J'imagine même pas la rage qu'il doit ressentir de s'être fait battre par Toji. D'autant plus que justement il lui a dit « Tu as été battu par un primate qui n'a aucune énergie occulte ».
comme s'il avait conscience de ce que ressentait Geto. Et si là on pensait que le mec psychologiquement il pouvait pas tomber plus bas, bah ça voulait dire qu'il fallait remettre une couche. Le jeune Yu Aibara est mort. Et dans Jujutsu Kaisen c'est simple, faut comprendre qu'à partir du moment où tu vois un personnage qui est trop gentil, ça veut dire que forcément il va crever. Car tu auras le il méritait pas ça plus facile, tu seras bien plus impacté. Nanami qui l'accompagnait quant à lui est exténué en plus d'être bien traumatisé. Et quand tu repenses que 2 minutes avant dans l'épisode t'as Geto qui lui dit « Est-ce que tu te sens prêt à être exorciste ?» et que tu vois le mec hyper insouciant, putain mais tu te dis mais c'est des drames orchestrés ce qu'il fait l'auteur. Il y a toujours un détail qui va te mener sur la piste de la mort d'un personnage. Geto, voyant cette scène avec son regard de déterré, se conforte encore plus dans ses pensées sombres en se disant qu'être exorciste c'est ça. C'est de la souffrance, c'est de voir tous ses amis mourir un par un. Juste après, on voit un homme feuilletant un rapport d'incident. Et en parallèle, on voit que Geto effectue une mission. Tout va se passer très vite. Dans un petit village, 2 jeunes filles sont accusées d'utiliser des pouvoirs surnaturels et de commettre des incidents avec ceux-ci. Des habitants sont présents, ils méprisent et expriment fortement leur dégoût vis-à-vis de ces enfants. Ce qui évidemment n'a pas dû plaire à Geto. Comment de simples non-exorcistes peuvent-ils se permettre de se comporter ainsi envers des personnes qui seront dans un avenir leurs protecteurs? Discrètement, avec l'un de ses fléaux, Geto leur fait comprendre qu'il est de leur côté et que tout ira bien. Il se remémore les paroles de Yuki, et idée de mise en scène mais très bien. Les 2 pensées contradictoires de Geto se retrouvent représentées par ces 2 ombres produites par les lumières des 2 bougies. Et là, la première s'éteint, celle qui représentait son mépris, donc tout va bien a priori finalement, il a pris la bonne décision. Puis l'instant d'après, il met le feu au village. Tout le monde périt sous les flammes de ses fléaux et on voit Geto avec une expression vide. Il reste indifférent à la souffrance et au désespoir de ces personnes. Avec ce petit plan où l'on voit son bouton d'uniforme tomber, on comprend alors que Geto a pris sa décision. Il se retire de l'exorcisme. Et quand nous on est là, on réalise à peine ce qui vient de se passer, on voit écrit sur le rapport 112 morts tués par les fléaux de Geto Suguru, la sentence et la peine de mort. Dans ma tête c'était explosion. Et si tout ça c'était pas assez, on apprend qu'il a aussi tué ses propres parents. Gojo il entend ça, évidemment il refuse de croire à de telles absurdités. Et pourtant c'est bien vrai, son meilleur ami est passé du côté obscur de la force. Et en vrai, ça va un peu au-delà de cette simple idée de créer un monde uniquement composé d'exorcistes pour qu'il n'y ait plus de fléaux. C'est aussi, nous, les exorcistes, on a souffert pour vous, on meurt au combat pour vous, etc. Donc maintenant, on inverse la tendance et c'est à vous de subir cette même souffrance pour nous, car c'est le seul moyen de sauver le monde. Il se retrouve alors à Shinjuku et on revient sur cette fameuse scène qu'on nous avait teasée dans l'épisode 1, mais également dans le film Jujutsu Kaisen 0, la conversation entre Gojo et Geto. Bon par contre on va pas me dire qu'avec tout le monde qu'il y a autour, il y a aucune personne qui s'est demandé si ces 2-là étaient fous. Gojo exige des explications, ce qui est bien normal. Geto lui explique alors que tout ce qu'il fait c'est pour la bonne cause, ça a du sens. Même si selon Gojo, ce qu'il souhaite réaliser est impossible. Mais impossible, pourquoi ? Parce que Geto n'est pas aussi fort que lui. C'est ce qu'il lui répond. Et c'est là qu'on voit un peu la jalousie cachée qu'éprouvait Geto à l'égard de Gojo. Est-ce parce qu'il est Satoru Gojo qu'il est fort, ou bien parce qu'il est fort qu'il est Satoru Gojo? Geto s'en va alors car Gojo n'a pas pu se résigner à le tuer. Cet épisode c'est vraiment la remise en question de ce duo et pas que du côté de Geto. Gojo lui aussi en tire une leçon que oui, il est Satoru Gojo, il est fort, mais à quoi lui sert une telle force s'il n'est pas capable de résoudre n'importe quel problème? Il se rend alors compte des limites de ses capacités. Suite à ça, on voit que Geto a pris sous son aile les 2 jeunes filles du village qu'il a carbonisé. Et il donne une conférence au siège du culte astral. Cette manière avec laquelle il annonce à tout le monde qu'à présent c'est lui le patron, est dit sur un ton si bienveillant. Putain, mais quel acteur né ce mec! On dirait qu'il fait un putain de one-man show, mais bon, être gentil, ça va bien 2 minutes. Il y en a un, il lui a dit « Non, je veux pas que tu sois le boss ». Donc il l'invite sur scène pour le buter. On est là sur la naissance d'un nouveau dictateur. Et pour finir sur cet épisode, putain j'en ai débité des trucs. Gojo a finalement exaucé la dernière volonté de Toji et elle est à la rencontre de Megumi Fushiguro. Il commence à lui parler de son père, et le petit lui répond « Je m'en branle ». Je me souviens même pas de lui. Il pense que son daron s'est barré chercher du lait, mais non, il est 4ème allé derrière une crypte dans un cimetière. Gojo lui demande donc s'il souhaite aller chez les Zenin car son père est un descendant de ce très célèbre clan d'exorcistes. Si sa pote, elle, sera pas heureuse, bah non, nique sa mère, donc comme on le sait, il n'ira finalement pas dans le clan Zenin. Gojo le quitte alors sur de belles paroles en lui disant « Surpasse-toi, deviens fort, assez pour pouvoir me rattraper ». Le flashback, enfin plutôt la sieste de Gojo prend fin et on retrouve alors notre petit trio avec Yuji et Nobara. Mesdames et messieurs, la jeunesse de Gojo est maintenant finie. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 5, qui était vachement cool et qui apportait vraiment des détails intéressants. Comment Geto est devenu ce qu'il est devenu, le personnage de Gojo, on découvre qu'il n'est pas juste surcheaté et que fut même un temps où il doutait de lui-même. Ce flashback apporte vraiment une grosse plus-value sur la saison 1 et sur le film et permet de mieux se mettre sur les rails pour apprécier la suite du voyage. Merci à vous en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama et moi je vous dis sayonara.
Evil monstrosity, the nightmares